Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur de vous présenter monsieur le professeur Yoann Michel. Moi, personnellement, je suis très content de te voir parce que nous nous sommes rencontrés la dernière fois à Florianopolis pour l'occasion du 10e congrès international arménien qui a été consacré au centenaire des liqueurs. Cela veut dire 12 ans. Au-delà d'être un philosophe, un politique réputé dans son domaine de recherche, Yoann est une personne très aimable qui a déjà accueilli plusieurs chercheurs et chercheuses du Brésil qui ont séjourné à Paris sous sa direction pour suivre leurs études sur l'œuvre de Ricoeur. Donc, un grand merci au nom de tous les chercheurs brésiliens Yoann. Bien, je vais présenter assez rapidement d'autres ouvrages de Yoann. Vous pouvez bien noter qu'il est assez jeune, mais il a déjà publié beaucoup. Il vient de publier Lire les images chez PUF. Qu'est-ce que c'est l'herméneutique aussi chez PUF. Puis comment Talita l'a déjà dit, les réparables et les réparables. Yoann, il a réussi en 2024 les prix recherche Ius et Policia de l'Académie des sciences morales et politiques pour son ouvrage Les réparables et les réparables chez Hermann. Donc, je vais parler rapidement en português. Professor Yoann já recebeu vários pesquisadores do Brasil, na França, sob a sua direção, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Então é um prazer, em meu nome, em nome de todos os pesquisadores, recebê-lo. Ele esteve a última vez no Brasil em 2012, por ocasião do 2º Congresso Hermenéia em Florianópolis, que eu tive a honra de organizar com outros colegas, com o professor Roberto Vu. Então já faz 12 anos que ele esteve aqui e o professor tem várias obras, eu até brinquei que ele é jovem, mas já publicou muito, aproximadamente 13 livros, e 13 livros exatamente, e há algumas publicações já em língua portuguesa, como por exemplo Homo Interpretans, através de uma transformação da hermenêutica, foi publicado em Portugal, tradução do Hugo Barros, e prefácio do Gonçalo Tavares, em 2022. Também destacar Ricoeur e os pós-estruturalistas, a tradução do Gonçalo Barcelo, do Hugo Barros, também publicado em Portugal, pela Lema de Origem. E uma terceira obra publicada em português, a Sociologia do Si, também tradução do Hugo Barros, publicado pela mesma editora, Lema de Origem. As outras obras do professor já foram traduzidas para o alemão, para o árabe, para o inglês, para o espanhol e também para o italiano. Eu passo a palavra ao professor. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Là, c'est bon? Ouais. Merci beaucoup, Claudio, pour ta présentation. Merci également aux organisateurs de ce colloque, en particulier le professeur Roberto Loxen et le professeur van der Leyen pour cette invitation à faire cette conférence parmi vous. C'est la 3e fois que je viens au Brésil et c'est toujours un grand plaisir. Une première fois à Rio de Janeiro, pour un colloque aussi sur Ricoeur, il y a quelques années. Et un colloque également à Florianopolis, tu l'as rappelé, que tu avais organisé dans cette île magnifique, que j'avais beaucoup appréciée. Et je suis heureux de voir que la pensée de Paul Ricoeur, tu pourras traduire après, que la pensée de Paul Ricoeur essaime, elle porte aujourd'hui beaucoup en Amérique latine, au Brésil, mais aussi au Mexique, au Chili, en Argentine. Et ça fait très plaisir de voir qu'il y a un certain nombre d'échanges également entre nos deux pays, un certain nombre
de doctorants brésiliens sont venus travailler sous ma direction pendant plusieurs années. Claudio, Cristina Viana, qui sont devenus aussi des professeurs, Winnie César, Vinicius Sanfelice, qui n'est pas là, mais qui aurait voulu être parmi nous également. Donc c'est un grand plaisir de voir ces échanges et de voir ces anciens doctorants devenir des professeurs. Et devenir professeur grâce à un travail universitaire consacré à Paul Ricoeur. Peut-être qu'un jour, la philosophie de Paul Ricoeur prendra la place de la philosophie d'Auguste Comte au titre du panthéon de la philosophie brésilienne. Comme on sait, le positivisme a beaucoup influencé tout l'imaginaire politique du Brésil. Peut-être qu'un jour, ce sera Paul Ricoeur. Mais je te laisse peut-être traduire quelques mots, parce que ça ne faisait pas partie de la conférence. Ele disse que fica muito contente por saber que a obra do Ricoeur tem uma ressonância muito grande, né, no Brasil, no México, no Chile, na Argentina. Destacou também, né, que teve algumas pessoas, como a Cristina, eu, outras pessoas, o Wayne, o professor Vinícius, que não está aqui, mas que foram orientados por ele na França, e que ele fica contente em ver hoje essas pessoas como professores, né, não mais como doutorandos, que era na época, e graças, né, à dedicação ao trabalho, à obra do Ricoeur. E falou que espera, né, que no futuro a obra do Ricoeur tome espaço, né, no Brasil, assim como Augusto Comte tem uma importância, né, na história política, intelectual do Brasil. Em síntese, seria isso. Merci Claudio. Donc je vais lire ma conférence pour que ce soit, et puis il y a le texte dedans. Donc comme vous le savez certainement, et c'est la raison de cette invitation, j'ai consacré de longues années à l'exégèse de l'œuvre de Paul Ricoeur, qui est sans conteste le philosophe contemporain qui a exercé et exerce encore l'influence la plus décisive, la plus déterminante sur ma trajectoire intellectuelle. Alors la communication que je vais vous présenter aujourd'hui ne porte pas cependant sur un aspect de son œuvre, mais sur la manière dont une partie de sa philosophie peut nous aider à ouvrir la voie à la gestation d'une herméneutique politique que je suis en train d'élaborer dans le cadre d'un ouvrage à paraître l'année prochaine, en 2026, et qui va s'intituler « Gouverner le sens, herméneutique politique ». Alors, je précise aussi que cet ouvrage, prochain ouvrage, s'inscrit dans une lignée d'une série d'ouvrages consacrés à l'herméneutique, qui a commencé avec notamment Homo Interpretans, qui propose, tu vas peut-être traduire ce passage parce que ça ne fait pas partie de la traduction officielle, qui s'inscrit donc dans une lignée d'ouvrages qui est surtout commencée avec Homo Interpretans, qui porte sur une herméneutique fondamentale, anthropologique, et ensuite je m'attelle à des herméneutiques régionales, donc consacrées à l'art, qui est paru cette année, Lire les images, que tu as noté. La deuxième trilogie sera conservée donc à Gouverner le sens, herméneutique politique. Ensuite, en 2027, tu auras un ouvrage sur le droit, sur l'herméneutique juridique. Et enfin, pour terminer, un ouvrage sur l'herméneutique musicale. Peut-être que tu peux traduire ce morceau. Ele pediu para traduzir essa parte porque não consta, né, na tradução que vocês estão vendo. Ele sinalizou que essa obra que ele vai publicar no próximo ano, né, o Governar o Sentido, uma hermenêutica política, ela começa, na verdade, com o Homo Interpretans, que é de 2017, e depois que ele tenta, na verdade, fazer um desenvolvimento, né, da hermenêutica, pensando numa hermenêutica filosófica e uma certa renovação da hermenêutica, e depois se dirigindo para certas hermenêuticas regionais, que vão desembocar nesse livro aqui, que é Lire les images, né, Ler as Imagens, Hermenêutica da Arte. Em 2026, esse que ele mencionou, Governar o Sentido, Hermenêutica Política,
e em 2027 l'herméneutique juridique hermenêutica jurídica. et ensuite l'herméneutique musicale. E em seguida hermenêutica musical. Então tem 3 obras para sair nos próximos anos que ele está preparando. Obrigado. Donc l'ambition de l'herméneutique politique telle que je la propose consiste dans l'art de gouverner le sens, l'analyse de l'art de gouverner le sens. Et j'essaie à ce propos de forger un nouveau concept, celui de gouvernalité, qui se distingue de celui de gouvernementalité. Je pourrais y revenir au cours de la discussion, concept de gouvernementalité qui a été élaboré par Michel Foucault et qui est un concept historique, alors que celui de gouvernalité est un concept anthropologique. Donc gouverner le sens, qu'il s'agisse de croyances doxiques, de symboles, de textes, de valeurs, de normes. L'herméneutique permet de jeter des lumières nouvelles, du moins c'est le pari de l'ouvrage, sur les dispositifs de légitimation d'une autorité, sur les manières de faire société, sur les mythes fondateurs d'une collectivité, sur la critique des idéologies, sur l'imaginaire utopique. L'herméneutique politique permet ainsi de dégager des modes différents de gouvernalité qui varient en fonction de médiation du sens. Donc c'est à ce titre qu'on peut parler de gouvernalité doxique, de gouvernalité symbolique, de gouvernalité textuelle, de gouvernalité épistémique, de gouvernalité déontique. La gouvernalité, sous toutes ses expressions et sous toutes ses modalités, est de tendance conservatrice. Qu'il s'agisse d'évidences doxiques, de symboles politiques, de grands textes fondateurs, de valeurs matricielles, les institutions sociales et politiques s'emploient à les maintenir, à la fois pour des raisons de cohésion sociale et pour des raisons de reproduction des élites gouvernantes. Les gouvernalités instituent des ordres du sens, à commencer par une langue commune, qui se transmettent sous la forme de traditions, sans lesquelles nulle société ne serait possible, sans lesquelles aucune institution politique ne pourrait exercer son pouvoir. L'art de gouverner le sens peut générer en même temps toutes sortes de pathologies sociales et politiques, illusions, dissimulation, injustice, aliénation, qui appellent une critique, ou ce que je propose d'appeler une contre-gouvernalité, qui s'emploie à démasquer le sens faux, le sens tronqué, le sens dissimulé que toute gouvernabilité est susceptible de produire et de reproduire. Je souhaiterais pour cette conférence aujourd'hui, parmi vous, m'attarder sur une modalité particulière de gouvernalité qui est la gouvernalité déontique, c'est-à-dire sur l'art de gouverner les normes et les valeurs. Le problème n'est pas nouveau, mais il a été réalimenté par l'herméneutique dite postmoderne, notamment chez des auteurs comme Vatimo et Rorty, qui contestent le projet même de la modernité dans son aspiration à élaborer des normes à vocation universelle. Ce que l'herméneutique postmoderne défend est une conception radicalement relativiste des formes sociales et culturelles de vie qui se traduit dans ce que l'on peut appeler une gouvernalité déontique faible. Prétendre ériger des normes susceptibles de valoir pour toutes et tous reviendrait à exercer une forme de violence politique sur le monde social, du point de vue d'une gouvernalité déontique faible. En toute cohérence, une gouvernalité déontique faible débouche sur une forme de communautarisme en vertu de laquelle aucun principe déontique ne serait légitimement transcender ou surplomber les sphères de valeurs partagées par des communautés particulières. Par contraste, on appellera une gouvernalité déontique forte l'art de gouverner une société qui repose sur des principes de justice, sur des valeurs ou des normes
fondée en nature ou en raison, supposée infaillible, intangible et indiscutable, est censée s'imposer à toutes et à tous. L'enjeu de ma communication aujourd'hui consiste à montrer que ni la gouvernalité déontique faible, ni la gouvernalité déontique forte ne sont souhaitables. La première, par son relativisme déontique, nous oblige à accepter toute forme de vie sociale et culturelle, y compris la plus intolérable, y compris celle qui viole les principes élémentaires de la dignité humaine. La seconde, par son dogmatisme déontique, porte des germes de violence et de domination par son refus de tolérer des formes de vie sociale et culturelle qui contredisent ses normes et ses principes. L'enjeu est donc de pouvoir élaborer une gouvernalité déontique idéale qui aspire à dépasser les travers et les apories des deux précédentes. L'enjeu n'est pas mince, puisqu'il s'agit de pouvoir dégager des idéaux régulateurs d'une société, voire de toute société, sans sacrifier en même temps le principe fondateur de respect de la diversité des formes de vie sociale et culturelle. Doit-on s'appuyer seulement sur des idéaux qui seraient déjà à l'œuvre dans une société ou une communauté particulière, fût-ce au prix d'une reconstruction interprétative? Ou au contraire, est-il nécessaire de les construire sur la base de procédures particulières? J'ai oublié de remercier le professeur Roberto Lobson pour sa traduction de mon texte. Donc, je le remercie encore. Tu veux que je le traduise ? Non. Donc, première partie de mon propos où je vais m'attarder sur la gouvernalité déontique faible. Je n'aurai pas le temps d'aborder la gouvernalité déontique forte. L'une des figures tutélaires que l'on peut associer à la gouvernalité déontique faible est celle de Gadamer, qui a exercé une influence fondamentale sur l'herméneutique postmoderne de Rorty ou de Vatimo. Mais son influence s'étend plus encore à la fois sur les courants dits communautariens et sur les études dites postcoloniales. Le problème de Gadamer se pose pourtant d'abord en termes explicitement épistémiques ou épistémologiques et non déontiques. Le problème qui est le sien est de lutter contre le méthodologisme que les sciences humaines ont hérité des sciences de la nature et qui débouche sur ce qu'il appelle une distanciation aliénante. Le problème qui est le sien est de dénoncer l'illusion, particulièrement chez les historiens, de pouvoir s'extraire de la tradition et de prétendre mettre à distance le passé pour mieux l'objectiver à partir d'une raison désincarnée. C'est dans ce sens épistémologique qu'il faut d'abord comprendre la réhabilitation que fait Gadamer des préjugés. Avec l'herméneute, les préjugés ne sont plus systématiquement associés à un obstacle épistémologique, mais constituent, comme précompréhension, ce qu'il appelle préjugé, une condition de possibilité de toute compréhension historique. La réhabilitation des préjugés d'autorité ne se réduit pas seulement à sa portée épistémologique chez Gadamer, dans le contexte de la controverse sur la fondation des sciences de l'esprit, des sciences humaines. La réhabilitation épistémique des préjugés d'autorité est surdéterminée déontiquement et politiquement. Je cite Gadamer, dans Vérité et méthode, son ouvrage clé. En vérité, ce n'est pas l'histoire qui nous appartient, c'est nous, au contraire, qui lui appartenons. Bien avant que nous accédions à la compréhension de nous-mêmes par la réflexion sur le passé, nous nous comprenons de manière spontanée dans la famille, la société et l'État où nous vivons. Le foyer de la subjectivité est un miroir déformant. La prise de conscience de l'individu par lui-même n'est qu'une lumière tremblante dans le cercle fermé du courant de la vie historique. C'est pourquoi les préjugés de l'individu, bien plus que ses jugements, constituent la réalité historique de son être.
Fin de citation de Vérité et méthode de Gadamer. La reconnaissance de la réalité historique de l'être individuel est incontestable. Et elle vaut aussi bien pour l'individu ordinaire que pour l'historien. Mais cette reconnaissance n'est pas seulement pour Gadamer un jugement de fait, de nature ontologique sur l'être que nous sommes. Il faut aussi la comprendre comme un jugement de valeur, c'est-à-dire comme une contestation des prétentions excessives de la raison critique, de l'autonomie du jugement individuel, de l'hubris du fameux saper aude, de la sortie trop brutale de l'état de minorité. Je fais référence bien évidemment au texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? Bref, une critique en règle de tout l'héritage de l'Aufklärung. La surdétermination déontique de l'épistémologie de Gadamer culmine dans la fonction qu'il fait jouer à la tradition comme fondement, en dernière instance, du préjugé d'autorité. Il apparaît clairement que l'herméneutique de Gadamer penche du côté d'une pensée politique traditionnaliste. Ce n'est pas la raison qui est érigée en tribunal des valeurs et des normes, mais la tradition elle-même comme garante de l'autorité. Pourquoi assimiler l'herméneutique de Gadamer à ce que j'ai appelé une gouvernalité déontique faible ? Parce qu'elle débouche sur un relativisme, pas seulement de nature épistémique, mais également de nature déontique, c'est-à-dire relative aux valeurs. Nul ne peut sortir véritablement du cercle herméneutique de l'évaluation et de la tradition. Les valeurs et les normes légitimes d'une société sont seulement celles qui ont été mises à l'épreuve d'une tradition particulière. Toute critique externe surplombante de la tradition est frappée d'un coefficient d'aliénation. L'art de gouverner les valeurs est transféré à l'autorité de la tradition d'une société. En d'autres termes, ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, est relatif aux sphères d'appartenance de communautés historiques particulières. C'est la même tendance que l'on peut voir à l'œuvre dans certains usages post-coloniaux de Gadamer, également de Heidegger, à l'instar de l'ouvrage devenu un classique des Subaltern Studies de Chakrabarti. Comme chez Gadamer, c'est d'abord un problème épistémologique que pose celui qui est avant tout un historien, grand spécialiste de l'Inde. Son problème est le suivant. Est-ce que les modèles méthodologiques et les catégories analytiques inventées par la philosophie et les sciences sociales européennes sont armés pour comprendre et expliquer les univers culturels non occidentaux? Pour Chakrabarti, ce n'est manifestement pas le cas. D'où la nécessité, entre guillemets, de provincialiser l'Europe. Pour reprendre le titre emblématique de son étude, qui fait lui-même écho à une citation de Gadamer, mise en exergue dans l'introduction, je cite, « L'Europe, depuis 1914, a été provincialisée ». Fin de citation. Sous la plume de l'historien indien, l'Europe qu'il s'agit de provincialiser n'est pas une région géographique, politique ou économique. De fait, depuis plus d'un siècle, l'Europe n'a plus la puissance et le rayonnement qu'elle avait jadis. Il n'y a donc plus d'enjeu en ce sens à vouloir la provincialiser. C'est depuis longtemps une réalité historique et toujours d'actualité, en particulier suite aux deux guerres mondiales. En revanche, les catégories, les modèles de pensée, les paradigmes scientifiques que l'Europe a construits depuis la modernité conservent, sinon une structure hégémonique, au moins une place prépondérante à l'échelle mondiale de diffusion et de construction des savoirs. En d'autres termes, le problème est de pouvoir provincialiser l'Europe concept, ce qu'on peut appeler l'Europe concept.
L'enjeu n'est pas bien entendu de rejeter tout l'héritage de la modernité scientifique et philosophique européenne, mais d'en montrer le caractère relatif, de la ramener à une province concept, malgré ses prétentions totalisantes. Des prétentions de l'Europe concept, Chakrabarty s'en prend plus particulièrement à son historicisme, dont l'un des piliers repoussoirs est la philosophie hegelienne de l'histoire, qui repose sur une temporalité homogène, un développement nécessaire, une fin programmée, marquée par l'événement d'une raison souveraine qui doit s'imposer sur le théâtre des nations. Un tel historicisme a prédominé dans la manière dont les chercheurs, notamment occidentaux, ont objectivé l'histoire du sous-continent indien, et au-delà également aux Amériques. Pour sortir de ce système historiciste, l'historien indien en appelle à l'herméneutique de Heidegger et de Gadamer. De cette philosophie, l'historien indien retient d'une part la défense d'une pluralisation de temporalités hétérogènes qui renvoie à autant d'êtres au monde. D'autre part, la reconnaissance positive de l'appartenance de l'observateur à un monde vécu pour comprendre des univers historiques et culturels. Il n'est pas question de discuter ici le soubassement de cette épistémologie postcoloniale. Nous importe la surdétermination déontique qu'elle implique. Car en même temps qu'elle conteste une gouvernalité épistémique forte, qui culmine dans l'historicisme, la pensée postcoloniale dénonce une gouvernalité déontique forte qui s'élève vers une forme arrogante d'universalisme, ce que j'ai appelé donc un universalisme de surplomb, dont l'Europe a été la terre d'élection et de propagation à travers son colonialisme planétaire. Et c'est, de notre point de vue, un acquis précieux de la pensée postcoloniale et à travers elle de l'herméneutique de Gadamer que de critiquer les versions les plus dogmatiques et les plus réifiées de la raison moderne et de sa mission civilisatrice. Le fait acquis de l'universalité de ces principes, de les imposer sans ménage, au mépris des différences culturelles et des manières autres de faire monde. La gouvernalité épistémique forte consiste à vouloir objectiver les indigènes, entre guillemets, à la seule manière, à la seule lumière des modèles scientifiques et philosophiques, ancrés dans les catégories héritées de l'historicisme européen. La gouvernalité déontique forte consiste à vouloir éduquer les sauvages à la seule mesure de principes élaborés dans le contexte éthique et politique occidental. C'est ce qui s'est passé pendant des siècles, notamment ici en Amérique latine, évidemment. Cette double critique, aussi légitime soit-elle, ne laisse cependant comme seule alternative qu'un relativisme déontique. On l'a vu avec Gadamer, même s'il s'en défend, Chakrabarty n'est pas loin d'en partager les principaux contours pour, je cite, mondaniser le monde, afin de vivre au sein de nos différents sens d'appartenance déontique. Provincialiser l'Europe concept et l'Europe principe est une chose, mais autre chose d'accepter sans sourciller le sens d'appartenance déontique des castes, comme il y en a en Inde, la mondanisation de l'esclavage pratiquée depuis des millénaires, la domination masculine présente dans pratiquement toutes les religions et les pratiques d'excision des jeunes filles, dont certaines d'entre elles. Provincialiser l'Europe principe revient-il à essentialiser les cultures indigènes qui ne pourraient pas être critiquées par définition sous peine de mettre à mal le respect des différences culturelles? Provincialiser l'Europe principe débouche-t-il sur l'abandon de toute aspiration universaliste? À une époque qui est la nôtre, où de nouveaux empires, la Chine, la Russie, les USA,
aspire à recoloniser le monde, fût-ce par d'autres moyens que les Européens, faut-il encore s'en prendre seulement à la vieille Europe postcoloniale, contrainte et forcée de se désengager des zones d'influence de ces anciennes colonies? On le voit notamment en France qui se dégage de ces anciennes zones d'influence, notamment en Afrique. À une époque qui est la nôtre, où les grands principes universalistes et les règles du droit international se font chaque jour plus déclinants sur le théâtre du monde, y compris dans les États-Unis d'Amérique, sous emprise trumpiste, où la raison géopolitique du plus fort règne en maître. Ne faut-il pas redonner un nouveau souffle à l'Europe principe? Faut-il encore provincialiser l'Europe? Voilà des questions ô combien sensibles auxquelles une gouvernalité déontique faible ne donne pas de réponse satisfaisante, parce qu'elle repose précisément sur un relativisme des valeurs. Pour répondre à ces problèmes, l'herméneutique politique de Paul Ricoeur offre des ressources précieuses. Ricoeur nous intéresse parce que son concept d'utopie ne procède pas de l'imagination reproductrice en tant que faculté de représenter quelque chose en son absence, mais productrice en tant que faculté de pouvoir créer des irréels. Nul hasard en ce sens si nombre d'utopies ont d'abord été des œuvres littéraires, à commencer par l'Utopia de Thomas More. Mais même lorsque des pensées utopiques ne sont pas à prendre parler des œuvres littéraires, comme celles de Fourier ou d'Owen, elles comportent une composante fictionnelle, comme poétique du politique. Un réel imaginé en dehors de tout lieu et de tout temps. Avec les utopies, il s'agit littéralement d'imaginer une autre textualité sociale et politique, une autre alternative de tisser ensemble les fils du commun. C'est le nulle part de l'utopie qui la démarque de l'idéologie. L'utopie et l'idéologie représentent deux imaginaires sociaux et politiques antithétiques, bien qu'ils comportent chacun, comme l'avait déjà souligné Karl Mannheim, une dimension de non-congruence avec la réalité. Alors que la première est tendanciellement portée par des groupes dominés ou ascendants, la seconde est tendanciellement défendue par des groupes dominants. Alors que la seconde cherche à justifier et à conserver l'ordre existant, la première tend à le subvertir pour mieux, je cite, ouvrir une brèche dans l'épaisseur du réel. Superbe citation de Ricoeur, tirée de l'idéologie et l'utopie. Ricoeur reconnaît certes une fonction pathologique de l'utopie lorsqu'elle vire à la fantasmagorie, comme il reconnaît une fonction pathologique de l'idéologie, comme distorsion et dissimulation des rapports de pouvoir. Mais l'intéresse la fonction positive de l'utopie en tant que force d'exploration des possibles et en tant que critique des idéologies elles-mêmes. Ce n'est pas simplement du point de vue de la science, sociale ou politique, que les idéologies peuvent être démasquées, mais du point de vue de nulle part des utopies qui les mettent à distance critique. Il y a ainsi une fonction émancipatrice des utopies que Ricoeur reconnaît notamment dans les œuvres des socialistes français du XIXe siècle, qui, en créant un lieu imaginaire, maintiennent ouvert le champ des possibles et l'espace de la transformation sociale et politique. Cet esprit utopique, Ricoeur entend lui donner un nouveau souffle pour notre temps, aux antipodes du traditionnalisme auquel nous conduit l'herméneutique politique de Gadamer. Reste cependant une objection récurrente, le risque que les utopies préfigurent des expériences maléfiques. Le critère principal, selon Ricoeur, qui permet de démarquer l'utopie de l'idéologie est la propension de la première à mettre à distance
et à subvertir l'ordre existant à la faveur de variations imaginatives sur l'État, la famille, la société. Le problème est que ce seul critère, donc subvertir l'ordre existant, ne permet pas de discriminer les utopies des dystopies, sans parler des imaginaires sociaux et politiques les plus terrifiants. Le fascisme n'est-il pas l'une des plus monstrueuses tentatives de subvertir l'ordre démocratique et libéral? Le Troisième Reich n'a-t-il pas été, pour ses adeptes, la cité radieuse d'une société purifiée des races inférieures? Il est par ailleurs remarquable que dans sa typologie des utopies, Mannheim inclut l'utopie conservatrice. Or, il est autant remarquable que Ricoeur, tout en faisant sien le critère de subversion de l'ordre existant pour définir une utopie, répugne à intégrer le conservatisme. Comment expliquer une telle réticence? En vertu d'un présupposé normatif qui n'est jamais vraiment explicité, du moins dans son ouvrage L'idéologie et l'utopie. Il est explicité ailleurs. On peut le formuler de manière habermasienne comme un intérêt pour l'émancipation, qui va de pair avec un combat contre les injustices et les aliénations. C'est ce présupposé normatif qui permet d'expliquer pourquoi Ricoeur exclut le conservatisme et ne pose même pas la question concernant le fascisme ou le nazisme des imaginaires utopiques. C'est ce présupposé qui permet de démarquer les utopies légitimes des autres imaginaires sociaux et politiques. La meilleure preuve en est que les deux systèmes de pensée sur lesquels s'attarde le philosophe, dans son ouvrage L'idéologie et l'utopie, à titre d'illustration, sont tirés des œuvres des socialistes utopiques français, Saint-Simon et Fourier. Nous partageons sans hésiter ce présupposé normatif, donc cet intérêt pour l'émancipation. Plus encore, on pourrait y ajouter 3 bornes, 3 limites déontiques. D'une part, les droits fondamentaux qui garantissent la protection des libertés des individus, liberté d'expression, de culte, etc. D'autre part, les droits sociaux qui garantissent aux membres d'une société des conditions décentes d'existence matérielle, droit à la protection sociale, droit au travail, droit à l'éducation. Enfin, les droits environnementaux qui garantissent la possibilité d'une vie future grâce à la protection des écosystèmes. Autant l'utopie comme pure fiction a tout loisir de s'affranchir de ces bornes, autant l'utopie comme velléité de transformer le réel doit s'y tenir sous peine de virer en dystopie. Et aujourd'hui, avec le Trumpisme, on peut dire qu'on vit une sorte de dystopie. L'ensemble de ces bornes déontiques et juridiques ne constitue pas seulement des limites et des contraintes aux forces vives de l'imagination utopique. Elles peuvent également en être des sources profondes d'inspiration pour inventer des formes inédites de vivre ensemble. Plus encore, elles ont pu tenir lieu, et peuvent l'être encore, d'utopie elle-même. C'est vrai, par exemple, des droits fondamentaux qui viennent directement de l'utopie libérale du XVIIIe siècle, de la philosophie des Lumières et des droits de l'homme en lutte contre l'absolutisme et la féodalité. Troisième moment de ma conférence. La justification de ces idéaux régulateurs laisse toutefois dans l'ombre une série de problèmes et d'objections. Ne sont-ils pas typiquement des produits de la modernité occidentale? Donc on retrouve le problème initial. Sous couvert d'universalisme, ne sont-ils pas des idéaux ethnocentrés qui risquent de surcroît de reconduire les principes d'une gouvernalité déontique forte? Les utopies, lorsqu'elles se présentent comme des critiques externes du monde tel qu'il est, n'enlèvent-elles pas par définition? Il se trouve en effet que la
que la prétention à l'universalisme de certains idéaux, bien que présents dans des conventions internationales, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ne font pas consensus. Et il en est ainsi plus particulièrement de la première catégorie, à savoir les droits fondamentaux, dont l'une des assises repose sur les droits de l'homme, régulièrement suspectés de masquer, sous couvert d'universalisme, une conception occidentalo-centrée des idéaux d'être ensemble. Il ne fait aucun doute, d'une part, que ces idéaux ont été historiquement formulés dans une culture particulière, européenne en l'occurrence. Il ne fait aucun doute, d'autre part, que ces idéaux reposent sur des prémices anthropologiques individualistes qui restent étrangères non seulement à nombre de sociétés non occidentales, mais également à des communautés qui résident dans des sociétés occidentales elles-mêmes, soit des communautés autochtones, particulièrement dans les Amériques, qui pouvaient exister avant la colonisation européenne, soit des communautés issues de l'immigration, dont une partie substantielle provient d'anciennes colonies européennes. Il ne fait aucun doute, enfin, que ces idéaux ont pu servir d'instrumentalisation politique aux puissances occidentales pour justifier les pires projets de colonisation, d'assimilation forcée et d'asservissement de sociétés non occidentales. Il est toutefois possible, sous certaines conditions et sous certaines réserves, de décliner ces idéaux selon le registre d'une gouvernalité déontique idéale. Une des voies pour y parvenir a été frayée par le philosophe mexicain Mauricio Bechot et le sociologue colombien Jorge Enrique González, au titre d'une herméneutique analogique du dialogue interculturel. Notamment dans un livre qui est d'abord paru en espagnol, mais qui était traduit en français, qui s'intitule « Diversité et dialogue interculturel ». Ces deux auteurs nous intéressent d'autant plus que leur herméneutique a été profondément marquée par l'œuvre de Paul Ricoeur. Cette voie originale s'oppose, d'une part, à ce qu'ils appellent une herméneutique univoque, qui se traduit dans un universalisme ethnocentré et dogmatique, donc ce que j'appelle un universalisme de surplomb. L'univoquisme, qui repose sur des valeurs unilatérales et indiscutables, correspond typiquement à certains usages top-down des droits de l'homme évoqués précédemment, ou à ce que j'ai appelé une gouvernalité déontique forte. Cette voie originale s'oppose d'autre part à ce que Bechot et González nomment une herméneutique équivoque, dont l'herméneutique postmoderne est une variante, qui tombe donc dans le travers précédent, à savoir le relativisme des valeurs, et donc à ce que je qualifie, moi, de gouvernalité déontique faible. En quoi consiste cette voie médiane ? Elle consiste à dégager des universaux analogues en tenant compte de la diversité culturelle des valeurs partagées. Dans ce dispositif, une herméneutique analogique des droits de l'homme interdit qu'ils s'appliquent de manière univoque, de la même manière et dans le même sens pour toutes les sociétés. Je cite un extrait de leur ouvrage. Par exemple, l'origine libérale des droits de l'homme les a peints avec des traits individualistes. Il n'est pas superflu de leur donner un aspect plus communautaire, d'autant plus que se voient de plus en plus promus des droits de l'homme communautaires ou des droits aux communautés. En cela, la vision analogique des droits de l'homme consisterait à ce qu'ils puissent se réaliser avec des nuances différentes tout en conservant leur essence, à savoir des applications distinctes sans perdre leur spécificité. Fin de citation. L'herméneutique analogique repose d'une part sur le principe d'équité herméneutique, qui est un vieux principe qui hérite de Schleiermacher, qui était repris par Gadamer, etc.
c'est-à-dire une exigence de compréhension des valeurs partagées dans des cultures étrangères dotées a priori d'un sens, d'une rationalité et d'une justification interne. L'équité herméneutique est l'attitude première qui invite à rompre avec l'ethnocentrisme et à sortir de son seul point de vue autocentré. L'herméneutique analogique suppose, d'autre part, que la culture étrangère, assimilable à un texte, avec ses mythes, ses symboles, est foncièrement plurivoque. Elle appelle à ce titre un travail interprétatif sur le sens. L'herméneutique analogique, enfin, ne s'appuie pas seulement sur l'exigence de compréhension de l'autre, mais invite à des échanges et à des transformations réciproques des cultures, les unes par rapport aux autres, selon le modèle, inspiré de Gadamer, de fusion entre l'horizon de la culture propre et l'horizon de la culture étrangère. Comprendre signifie alors appliquer à soi-même ce qui vient de l'autre culture, à la manière ricoeurienne de la refiguration du monde du texte sur le monde du lecteur. Tout oppose à cette herméneutique une société de monades communautaires, sans porte ni fenêtre, qui est l'une des pathologies de nos sociétés contemporaines. L'herméneutique analogique et dialogique encourage au contraire ce que j'appelle des transferts culturels et réciproques d'idéaux à la faveur de process de traduction et d'appropriation différenciés. Je cite de nouveau dans le même esprit Beuchot et Gonzalez. En plus d'identifier, l'herméneutique analogique aide à intégrer la différence sans perdre l'identité. Cela nous permet d'intégrer des éléments de différence, c'est-à-dire de l'identité étrangère, sans perdre la nôtre. Elle nous enseigne à avoir des identités hybrides, métisses, mélangées, analogiques. L'identité même est analogique, c'en est une propriété transcendantale. Intersection, interaction, interculturalité sont des applications de l'analogicité. Fin de citation. Si nous nous reconnaissons pleinement dans cette herméneutique, Beuchot et Gonzalez ont malgré tout tendance à privilégier le transfert des valeurs et des idéaux à l'image des droits de l'homme de la culture occidentale vers les cultures étrangères. Indispensable, un tel transfert, sous la condition d'un process de traduction et de dialogue, doit inciter en retour, ce qu'ils ne font pas vraiment dans leur ouvrage, un mouvement réciproque sous peine d'alimenter de nouveau le soupçon d'ethnocentrisme déguisé. Ce mouvement réciproque, on peut en dessiner, je propose d'en dessiner des contours dans deux domaines en particulier, en laissant ouverte l'opportunité d'autres applications, c'est-à-dire un mouvement de cultures étrangères vers la culture occidentale européenne. Donc deux illustrations possibles. Le premier concerne le rapport entre l'homme et la nature, que la culture occidentale a pensé depuis la modernité, notamment depuis Descartes, en termes anthropocentrés, de domination, d'asservissement, d'arraisonnement, avec les conséquences que l'on sait sur la déterminisation des écosystèmes, vous en savez quelque chose au Brésil avec l'Amazonie, l'extinction d'espèces entières, le réchauffement climatique et finalement les menaces qui pèsent à terme sur la possibilité d'une vie future. Ce rapport est symptomatique de ce que l'anthropologue français Philippe Descola appelle le naturalisme, dont l'ontologie dispose que les humains diffèrent des non-humains par des attributs d'intériorité, d'intentionnalité et de spiritualité, tout en partageant les mêmes attributs de physicalité, le même corps. Il n'est pas question de jeter purement et simplement l'anathème sur le naturalisme qui a eu sa raison d'être lorsque l'humanité était à la merci d'une nature dont il ne maîtrisait ni les forces, ni les fureurs, ni les caprices.
s'en rendre scientifiquement et techniquement davantage maître, à défaut d'en être le suprême possesseur, a été un progrès dans l'histoire de l'humanité. Du moins, c'est ma conviction. Nullement question pour nous de céder sur ce point à une quelconque technophobie et aux sirènes de l'écologie profonde qui fait de l'être humain l'être le plus nuisible de la vie sur Terre. En revanche, le naturalisme a montré de sérieuses limites lorsque la nature a été pensée comme une ressource inépuisable, que l'humain pouvait exploiter de manière illimitée. Le naturalisme a montré de sérieuses limites lorsqu'il s'est retourné contre lui-même, à force d'avoir soumis la nature à la toute-puissance de la raison instrumentale et de son capitalisme prédateur. Ces limites doivent encourager à puiser dans d'autres univers de valeurs pour repenser le rapport occidental de l'homme à la nature, à l'instar des sociétés animistes qui vivent dans une relation harmonieuse avec leur environnement naturel depuis des siècles, voire des millénaires, à l'image d'un certain nombre de peuples en Amazonie. Il ne s'agit aucunement de vouloir convertir les sociétés naturalistes aux croyances animistes, qui attribuent une intériorité au non-humain, et se laisser séduire par une nouvelle forme d'orientalisme exotisant, ce qui n'aurait aucun sens et serait totalement illusoire. En revanche, rien n'empêche de traduire, au sens herméneutique du terme, conformément au principe de l'herméneutique analogique et dialogique, certains idéaux et certaines pratiques animistes pour mieux contrarier et transformer les excès du naturalisme occidental, pour faire de l'environnement naturel et des espèces vivantes autre chose qu'un pur objet manipulable, sans la doter pour autant d'un esprit ou d'une âme, pour construire sur de nouvelles bases un ensemble d'interactions créatrices et non plus destructrices entre les humains et les non-humains. Second domaine donc d'un transfert et d'une traduction de cultures étrangères vers la culture occidentale. Le second domaine qui témoigne de la possibilité de transfert heuristique d'idéaux culturels étrangers vers les univers de valeurs des sociétés occidentales concerne la justice pénale. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment dans mon ouvrage « Le réparable et l'irréparable ». Celle-ci repose majoritairement dans nos sociétés occidentales sur une logique punitive qui considère l'infraction comme une atteinte à l'État et à ses valeurs, qui s'en tient essentiellement au passé de la faute et privilégie la sanction et l'incarcération. Ce modèle pénaliste est régulièrement pointé du doigt pour ses insuffisances et ses lacunes. Taux de récidive, surpeuplement carcéral, faible considération des victimes, etc. C'est dans ce contexte que des philosophes et des juristes se sont intéressés à des pratiques de réconciliation à l'œuvre dans certaines sociétés traditionnelles, notamment dans le Nord canadien et en Nouvelle-Zélande, pour dessiner les grandes lignes d'une justice dite restaurative, également en Afrique du Sud. La justice restaurative considère l'infraction comme une atteinte à des relations interpersonnelles et d'abord à l'intégrité de la victime. Elle regarde essentiellement l'avenir dans la reconstruction des relations humaines, resocialisation de l'infracteur, réparation de la victime, rétablissement de la paix sociale, etc. Elle privilégie la médiation, le dialogue et la reconnaissance. On peut rencontrer un tel modèle alternatif de justice dans les cercles de paix institués dans les communautés autochtones du Canada. Ainsi, en plus des cercles de sentence destinés à déterminer les peines dans les affaires criminelles,
il existe des cercles de guérison dont l'objectif est restauratif et non punitif. Les victimes, les infracteurs, les membres de famille et de représentants de communautés sont inclus dans le dispositif sous la médiation de gardiens du cercle, comme facilitateurs des échanges, du processus de reconnaissance et de réparation. Dans ce processus, les participants s'assoient en cercle, il se passe un objet de parole afin de s'assurer que chacun a pu parler, l'un après l'autre, dans l'ordre où ils sont assis. Un ensemble de valeurs, voire une philosophie, est souvent définie explicitement. Il s'agit de valeurs telles que le respect, la valeur intrinsèque à chaque participant, l'intégrité, l'importance de s'exprimer sincèrement et ouvertement. Il est remarquable que ces pratiques très anciennes de résolution des conflits dans les communautés amérindiennes ont été en partie intégrées au système pénal canadien, notamment pour endiguer la délinquance juvénile. Il n'y a pas eu ici de transposition directe d'un système à l'autre, mais processus herméneutique de traduction et d'appropriation d'un idéal de justice, non en supprimant la logique pénale, mais en la contrariant, en la transformant à l'aune d'une logique restaurative. Ces expérimentations témoignent d'une véritable ouverture des univers occidentaux de valeurs à l'adresse d'une altérité culturelle, non au titre d'une simple curiosité pour des pratiques exotiques, mais au titre de la seule herméneutique de la compréhension, mais d'une herméneutique dialogique de l'application, orientée à la lumière d'une fusion des horizons entre l'horizon étranger de la justice restaurative et l'horizon propre de la justice pénale. Ces expérimentations témoignent d'un authentique mouvement d'altération positive des valeurs dominantes occidentales par des idéaux portés à la lumière de cultures différentes. Parler de fusion des horizons ne signifie nullement qu'il faudrait renoncer à certains idéaux transmis par la modernité occidentale et donc européenne, ou tomber dans le pur et simple relativisme des valeurs. Cela signifie d'une part que les sociétés occidentales n'ont pas le monopole de la prétention à l'universalisme des idéaux. Cela signifie d'autre part que toute prétention à l'universalisme, qui ne peut rester qu'une prétention, ne peut s'effectuer que dans un espace dialogique et interculturel, selon un mouvement plutôt bottom-up que top-down, au sens de l'universalisme de surplomb. Cela signifie enfin que les cultures, dans leur diversité, ont tout intérêt à se laisser affecter et transformer sur les failles et les limites de leurs réserves normatives, par des idéaux qui ont fait leurs preuves dans d'autres traditions. Afin d'encourager le dialogue interculturel, qui est la thématique de ce colloque, y compris au sein de sociétés marquées par le fait multiculturel, voire pluriethnique, comme ici au Brésil, il est plus qu'opportun d'en appeler à la création d'espaces critiques, déontiques, pluralistes, où des individus et des collectifs les plus larges et puis les plus diversifiés possibles sont encouragés, dans le respect mutuel, à faire comprendre aux autres leur modèle de valorisation et les idéaux qui les portent, à réviser, voire à transformer leurs propres idéaux à la lumière de ceux des autres. De manière parallèle, les sociétés ont également intérêt à développer, dans le cadre de l'éducation nationale, un apprentissage déontique, dans l'objectif non seulement d'une connaissance des grands principes déontiques d'une société, mais également d'une ouverture interculturelle à des univers de valeurs portés par d'autres traditions. Sous toutes ces conditions, l'herméneutique dialogique interculturelle peut faire sortir de terre un nouveau visage d'une gouvernalité déontique idéale.
qui s'oppose aussi bien aux normes de surplomb, considérées comme infaillibles et indiscutables, qu'au relativisme des valeurs. Sur chacun de ces plans, il ne peut s'agir à chaque fois que d'une prétention toujours sujette à la discussion. En d'autres termes, les idéaux toujours révisables d'une gouvernalité déontique idéale peuvent se dégager d'une herméneutique des possibles réels d'une société ou d'une culture particulière, de la projection imaginaire d'irréel au sens utopique de Paul Ricoeur et de la traduction d'idéaux portés par des cultures étrangères. Je vous remercie pour votre attention. Obrigado. Merci, Yuan, pour ta conférence. Maintenant, on va venir poser des questions. Agora eu agradecer ao professor e agora nós vamos abrir para algumas perguntas. Mas em função do tempo, né, da continuidade do evento, então nós vamos nos limitar a 3 a 4 perguntas no máximo. Bom, alguém teria... Está ali. Está ali. Levantou o braço. Vous avez un bloc, des questions ou... Oh non, c'est mieux, il a eu. O professor vai responder uma a uma, então. Primeiro, gostaria de agradecer muito a conferência, foi além de muito clara, muito bem exposta nos temas, esclarecedora, instigante, e fez pensar várias coisas assim. Eu gostei especialmente dessa sensibilidade, desse desafio altamente complexo, que é uma espécie de reconciliação que o professor chamou de conceito Europa, né? Eurocentrismo e nós, já me colocando aqui no lugar de explorar, no lugar de invadir, no lugar de historicamente refém, vamos dizer, essa dinâmica de uma razão impéria, e a partir dela todo tipo de violência, todo tipo de crime, todo tipo de violação, todo tipo de repressão, apagamento histórico aconteceu e infelizmente continua acontecendo. E aí, pensando nesse contexto, nessa sensibilidade dessas sociabilidades que são colocadas em disputa, em guerra, eu penso um dos grandes desafios, ou talvez o maior, seria justamente, primeiro do ponto de vista nós somos explorados como países, vamos dizer assim, aceitar, né? Estar propício ao diálogo, estar propício ao momento em que essa troca cultural, essas tradições, né, que foram colocadas, elas podem acontecer, né? Então, basicamente, a pergunta seria nesse sentido. Como a gente pode convencer os povos invadidos, os povos dominados, né, que esse diálogo é possível, já que as relações foram desde sempre pautadas na violência. Nous pensons toujours la relation entre les Européens et les autres peuples
em relação ao dominado. Então, como a gente convence os dominados que essa tradução, que essa troca é importante e a partir de agora a violência pode ser superada. Então, do ponto de vista do dominado, como a gente pode convencer que isso é importante, isso pode dar frutos. Somente violentado, calado, nunca ouve. É isso. La culture qui exerce la domination. Eu fui fazendo a tradução aqui para ele. Espero que tenha sido boa. Merci beaucoup pour votre intérêt et pour votre question qui est vraiment importante. Et j'aurais sans doute dû parler d'un autre aspect que j'aborde beaucoup dans un autre ouvrage qui est Le réparable et l'irréparable, qui a été traduit en anglais. Puisque le sens de votre question, c'est comment convaincre ceux qui ont été colonisés, exploités pendant des siècles par les puissances européennes. Ele diz que essa questão que você colocou, que é o centro da tua questão, né, como fazer dialogar aqueles que foram explorados, né, conversar com aqueles que foram quem exerceram a dominação, ele já desenvolveu um pouco desse livro que se chama Reparável e Irreparável. Et je pense que cette acceptation, en tout cas du transfert d'un certain nombre de valeurs occidentales vers les peuples autochtones, doit supposer une phase préalable, semble-t-il, une phase préalable, une étape préalable, une médiation préalable qui doit passer par la reconnaissance, déjà la reconnaissance par les anciennes puissances coloniales, européennes notamment, des crimes commis, et donc passer par une forme de réparation. Para que exista esse diálogo entre, né, aqueles que dominaram e os que foram dominados, é necessário então que aqueles que dominaram reconheçam que cometeram esses crimes, essas violações, para que exista então essa troca. E isso vai entrar nessa questão da reparação. Et une fois que cette médiation, une fois que cette reconnaissance, dans le double sens de Ricoeur, également reconnaissance que quelque chose a été fait et mal fait par les puissances coloniales, aussi une reconnaissance au sens au sens moral du terme. Une fois que cette reconnaissance s'est opérée, et elle est encore, je dirais, assez nébuleuse par les puissances européennes, il y a déjà eu des processus qui ont été mis en œuvre, un peu en France, un peu aux Pays-Bas, un peu en Angleterre, un peu aux États-Unis, même si on est au tout début, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ele diz que esse reconhecimento tem que ser feito até no sentido riqueriano, né, no reconhecimento de que alguma coisa foi feita, que há um aspecto moral que deve ser considerado e que alguns reconhecimentos já foram feitos, né, por parte da França, por parte da Holanda, né, dos Países Baixos, da Inglaterra, e tem ocorrido também pelos Estados Unidos, embora agora, né, se esteja vivendo esse momento, vamos dizer assim. Aí no início ele falou que a tua questão era muito importante, tá? Que eu esqueci de traduzir. Pour prendre juste quelques exemples dans le cas de la France, par exemple en 2001, il y a une loi qui a été instituée qui reconnaît l'esclavage colonial comme un crime contre l'humanité. Et il y a même plusieurs journées de commémoration nationale en France de l'esclavage. Il y a des mémoriaux qui ont été construits en France et dans les Caraïbes françaises pour commémorer cette période. Ele disse que aqui mesmo na França houve já algumas ações nesse sentido, né, pensando na reparação, houve eventos de monumentos, né, voltados ao reconhecimento disso que a França fez em relação ao Caribe,
francês, né, as ações, né, coloniais da França. Et une fois que cette phase intermédiaire effectivement est passée, on peut vraiment mettre en œuvre cette herméneutique dialogique et cette herméneutique analogique qui va permettre, je dirais, d'avoir un autre regard sur ces grands principes universalistes qui au départ ont servi d'instruments idéologiques aux puissances coloniales pour asservir d'autres peuples, mais ils ont un potentiel de sens, ces principes, à condition que s'opèrent des mécanismes de traduction dans les populations différentes, ils peuvent avoir une nouvelle appropriation. Ele diz que esse mecanismo de uma hermenêutica dialógica, né, possibilita pensar para além de uma hermenêutica mais universalista, considerando então essas possibilidades de tradução, de estabelecer esse diálogo intercultural, né, entre os povos, mais ou menos nesses termos. Mais ce qui me semble également important, et c'était le sens de la conférence aujourd'hui, c'est que ce principe de traduction, d'appropriation herméneutique, ne doit pas seulement venir, je dirais, des principes qui viennent de l'Occident européen vers d'autres cultures, d'autres peuples, mais également qu'il puisse avoir un processus réciproque de traduction, d'appropriation de principes qui viennent de cultures autochtones, par exemple, vers, pour transformer sous la condition d'une traduction vers la culture occidentale. Je vais donner comme exemple, par exemple, les rapports des indigènes amérindiens à la nature, où on a tellement de choses à apprendre. Nous, en Occident, on est en train de détruire nos écosystèmes, alors que les Amérindiens du Brésil vivent en harmonie depuis des millénaires avec leur environnement, par exemple. E que essa hermenêutica dialógica e uma apropriação permite não apenas que haja uma ação no sentido da experiência, né, europeia ou da própria Europa sobre os povos autóctones, né, mas que a própria cultura europeia, ou a própria Europa também reconheça esses elementos da cultura autóctone e que também deve ser considerado, né, as populações tradicionais aqui no Brasil que vivem em harmonia há muito tempo na Amazônia, na floresta. É isso. Merci. Obrigado. Obrigado. Francisco. Ok. Non, Francisco, après Christine. Excusez-moi, vous l'avez déjà levé la main. Merci, professeur. Je m'excuse d'avance pour mon français. Merci pour votre conférence. Ma question, c'est autour, je crois que vous avez la réponse en part. C'est la possibilité de penser une transformation négative dans le cadre de cette herméneutique dialogique, ou la perception négative de la transformation. Je pense à la situation en France avec la transformation de l'identité culturelle, avec la réception orale. C'est ça. André, você pode traduzir rapidamente? O Francisco está perguntando se tem um aspecto possível negativo de transformação e você refere especificamente à recepção da França da cultura. Qu'est-ce qu'il a? Non, il a traduit. Il a traduit. En portugais. Obrigado. La question de Francisco. Merci beaucoup, Francis. C'est une question fondamentale et je dirais que ta question, c'est un peu la motivation ou une des motivations civiques, on va dire, qui est la mienne dans l'écriture de cet ouvrage qui va apparaître l'année prochaine au Festival universitaire de France, Gouverner le sens.
Le sens de ta question, c'est vraiment un enjeu, je dirais, en Europe, en France, bien sûr, en Europe et je dirais partout dans le monde. L'enjeu aujourd'hui, et la raison de mon inquiétude, c'est qu'on assiste depuis plusieurs décennies à des crispations identitaires, des replis identitaires à la fois sur les nations, des replis nationaux, nationalistes, mais aussi sur des formes de communautés extrêmement étroites, religieuses, etc. On le voit dans le judaïsme, on le voit dans l'islam, on le voit dans le christianisme, des crispations, des replis identitaires. Et donc, au sens où justement toute forme d'altération ou de transformation est vécue comme une forme d'agression. C'est vraiment je pense que j'écrirai un autre livre encore aussi là-dessus, c'est vraiment un symptôme historico-mondial. On voit même en Inde, entre les Indiens et les musulmans, en Inde, c'est quelque chose qu'on voit en Russie, avec le repli sur l'identité russe traditionnelle. Donc, c'est vraiment un symptôme vraiment mondial et qui est terrifiant, qui est à l'origine aussi de beaucoup de guerres, y compris en Israël, entre les Israéliens et les Palestiniens, entre un gouvernement israélien qui est complètement en prise avec une entité juive orthodoxe extrêmement étroite, de la même manière dans certains courants musulmans extrêmement fondamentalisme. Donc l'enjeu, c'est précisément de sortir de cette je dirais, du fait que la transformation par l'autre de sa propre identité soit vécue négativement. C'est tout l'enjeu de mon travail. Alors, je ne suis pas le seul. Bachot et Gonzalez, c'est aussi son travail. Ricoeur, c'était aussi son sens. On est d'autres, mais je crois qu'il y a un enjeu, évidemment philosophique, mais il y a un enjeu politique, national en France, mais planétaire par rapport à ça. Où plein de religions se sont historiquement ont été historiquement imprégnés d'autres formes de culture. Pensons à l'islam du XIIe, XIIIe siècle, qui était pétri de philosophie grecque, de toute la rationalité. On voit ce que est devenu un islam fondamentaliste, complètement oublié. C'est la même chose pour le judaïsme, pour une partie du catholicisme et du christianisme de la manière. L'enjeu, c'est de sortir de cette transformation négative. Ele disse que a resposta, né, que ele pode dar para o Francisco está relacionado ao que ele pretende desenvolver nessa próxima obra de 2026 e que é uma tentativa de sair dessa dimensão negativa que o Francisco colocou e aparece essa dimensão do racismo que pode prevalecer também um racismo relacionado à cultura árabe, à Índia, né? E que isso é uma espécie de sintoma que ele acha até que deve desenvolver talvez um sintoma planetário, que ele deve até desenvolver talvez uma outra obra ainda, e que isso acaba sendo relacionado ou aparecendo junto a questões de caráter fundamentalista, identitário, né, quando se olha até mesmo para a tradição judia, para a tradição judaica, para a tradição árabe também. Mais ou menos isso, em síntese. Cristina, faça em francês e depois já traduz, por favor. Merci beaucoup de ta conférence. Je suis très contente de te revoir. J'ai une petite question. Je peux faire en portugais, Claudio, et tu fais a tradução, se te Eu queria te perguntar sobre essa, é bem curtinha, Paulo, essa hermenêutica analógica me trouxe uma ideia bem estranha, universal.
idée étrange d'universalisme ou d'universal. Universal que ele se prende aos universal ideais. qui se rattache aux idéaux. E a minha pergunta é como Donc, ma question, avaliar c'est comment on peut évaluer se esses ideais estão si sendo ces idéaux mantidos permanecent, s'ils sont nas gardés práticas diversas dans les culturais. pratiques diverses Ou seja, culturelles. c'est une question sur une critériologie. C'est une question sur les critères, sur cette herméneutique. Herméneutique quoi? Herméneutique ok? Herméneutique analogique et sur dialogique. cette herméneutique analogique et dialogique. Se você já pensou se vai precisar de uma criteriologia para essa hermenêutica? S'il y a besoin de critères pour cette herméneutique, espèce de critériologie. Alors, ces critères, ils sont pas ces critères qui permettent de définir l'universalisme, ils sont pas définis dans une nature immuable, dans une nature. Ce sont des projections, ce sont ce que j'ai appelé des prétentions. Et ce qui me semble important, c'est que même si historiquement c'est l'Europe à partir vraiment des Lumières qui a cherché à projeter un certain nombre de ces idéaux universalistes, même si elle les a pensés davantage sur l'idée d'une forme de nature immuable, et avec des conséquences négatives, me semble-t-il, parce que c'est pensé comme une nature, c'est-à-dire comme quelque chose d'intangible, d'infaillible, etc. Je pense qu'il faut les penser comme des projections, comme des prétentions. Ça, c'est ma première réponse. Et que, deuxième réponse, c'est qu'on peut tout à fait trouver ces formes de prétention universalistes dans d'autres cultures, autres que la culture européenne, d'où l'idée de dégager des analogies possibles entre des cultures différentes qui puissent permettre justement de dégager des analogues possibles grâce au dialogue. C'est le dialogue, précisément, qui va permettre de dégager donc, deux réponses. L'universalisme n'est pas fondé en nature, c'est une projection utopique, une imaginaire utopique. Et deuxième réponse, ces projections utopiques universalistes, on peut les trouver également grâce au dialogue dans d'autres cultures autres que la culture européenne. Ele diz que esse universalismo, falou no início, né, que é visto como intangível e sem falhas, né? Na verdade, a ideia deve ser pensada como uma certa projeção e pensar a possibilidade de relação entre du point de vue analogique. De trouver des analogues. E encontrar análogos entre essas relações culturais, entre culturas distintas. Em síntese. Obrigado. Ele disse. Na palestra, teria sido aproveitado mais o professor Cláudio tivesse feito um resumo um pouco de cada consecutiva, porque eu acho que a palestra é muito importante, tocar temas importantes e sensíveis. Eu gostaria da sua opinião sobre dois cenários que estamos falando agora no mundo. Dois cenários. O primeiro cenário o que acha o professor sobre a questão da gestão das diferenças na situação de Gaza? Na situação de Gaza. Sobre a situação de Gaza. Lá é uma cidade que convive muçulmanos, cristãos e judeus. E quando começou o projeto de criar um Estado com base espiritual religiosa, em 1948, começaram muitos problemas. Um dos impactos desses problemas aqui no Brasil, a bancada evangélica está pedindo a anistia para um golpe que acaba com a democracia.
Eu saber o que acha o professor sobre esses dois conceitos no seu aparelho conceitual. O que ele acha da anistia, especialmente que eu sei que o professor João trabalha muito com a questão do esquecimento seletivo e a tradução seletiva. E o que ele acha o professor também sobre a questão do fundamentalismo do mercado, do fundamentalismo laico, secular, muitas vezes que estamos vivendo hoje também. Está gostando do fundamentalismo laico, secular. Do fundamentalismo laico, do fundamentalismo. Estamos ouvindo Trump falando de que quer, usando o discurso islamofóbico, para justificar projetos capitalistas de rivera ameaça. Então, eu não quero resolver a questão política, eu quero saber o que ele acha, como ele define dentro da sua proposta teórica, a questão da anistia e a questão do fundamentalismo. Donc c'est deux questions différentes. Em síntese, não, eu quero saber se eu entendi bem a tua pergunta. Você falou no início, para ver se eu traduzi adequadamente. Você falou no início que você queria saber como é que ele pensa em relação a Gaza, sobre a relação entre os judeus e os árabes, né, que convivem. Os árabes, eu corrigi, árabe tem muçulmano, árabe tem judeu, árabe tem cristão. O professor quando falou de uma das diálogos interreligiosos, cristão, muçulmano, judeu. Não árabe, árabe é uma categoria nacional. Brasil e França têm várias religiões, o Brasil tem várias religiões. Eu estou falando da questão do fundamentalismo como um projeto político, construir. A questão sobre fundamentalismo. Ele acha que a questão do fundamentalismo. Nós estamos vivendo no Oriente Médio um fundamentalismo fabricado para fazer golpes, golpes. O Brasil está vivendo o mesmo cenário agora. Um fundamentalismo fabricado, produzido. Eu te perguntei novamente. A segunda questão, a questão da anistia. Ok, sim. Eu te perguntei novamente aqui para nós, está ruim de ouvir esse microfone, por isso. A questão da anistia, a relação do esquecimento e anistia no aparelho teórico dele. O plier e anistia. Et aujourd'hui, c'est une question importante ici. C'est sur le fondamentalisme qui est fabriqué. Et sur l'extrémisme. Et que diz que ele sabe que trabalha muito sobre isso. Tu travailles sur ça. Merci pour votre question, pour vos deux questions, parce qu'il y en a deux. La première sur la question du fondamentalisme rejoint un petit peu ce que j'ai dit à propos de la question de Francisco tout à l'heure. Vous avez parfaitement raison, on est vraiment à l'ère d'un retour au fondamentalisme, notamment religieux, et ce qui se passe actuellement en Israël, on est la traduction. Vous avez parmi les fondateurs de l'État d'Israël, vous avez tout un courant sioniste de gauche qui était très favorable à la perspective de deux États, par toute une perspective d'un dialogue avec les Palestiniens. Aujourd'hui, ce courant-là, il est devenu pratiquement inexistant. Parce que c'est le fondamentalisme orthodoxe juif qui a pris le dessus, très clairement. Et de la même manière, pensez aux accords d'Oslo, Arafat avait reconnu l'existence d'Israël, donc il y avait également une volonté de dialogue à cette époque, qui n'y a plus aujourd'hui, très peu, beaucoup moins. Donc, on assiste vraiment à ce que j'ai appelé tout à l'heure des crispations identitaires, des monades, pour reprendre le concept de Leibniz, sans porte ni fenêtre, qui se replient complètement sur elles-mêmes et qui n'acceptent plus aucune forme d'altération
alors que les juifs et les musulmans, ils ont les mêmes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, c'est les grands patriarches qui sont communs aux juifs et aux musulmans. Et tout cet héritage-là est complètement commun, complètement gommé, c'est absolument dramatique. Donc c'est vraiment, je dirais, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, une dramatisation et une exacerbation de ces replis identitaires. Et c'est vraiment dramatique. Et on ne pourra sortir de cela que par la projection de nouveaux imaginaires, de nouvelles utopies qui permettront, enfin, en tout cas, c'est un espoir, c'est une espérance au sens de Ricard, de pouvoir réconcilier ces peuples. Ele disse que você tem razão em falar sobre essa questão fundamentalista, que no início havia até sionistas de esquerda que pensavam uma relação, né, a existência de dois estados, mas que isso hoje já não existe, já em alguma medida, né, desapareceu ou não está posto em questão. E falou até mesmo do Arafat, reconhecendo a existência de Israel, né, anos anteriores, anos atrás. E ele disse também que, por exemplo, algumas figuras bíblicas como Abraão, Isaac, Abraão, que são figuras bíblicas, né, e que são compartilhadas entre as duas culturas, né, tanto judia como árabe, né, os palestinos. E que é necessário, então, pensar essa possibilidade de um diálogo, né, que hoje isso está bloqueado, né, não parece ter uma guia para isso. Mais ou menos. Et toujours dans le même ordre d'idée, penser aujourd'hui à des formes chrétiennes évangélistes américaines extrêmement qui deviennent fondamentalistes sous l'égide de Vance, par exemple, ou tous les mouvements néo-évangélistes chrétiens qui sont dans la même lignée, qui vont promouvoir des discours également anti-musulmans, etc. Alors qu'il y a dans la formation historique du christianisme européen occidental un apport considérable des Lumières arabes. Ce sont en partie les grands philosophes arabes, arabo-musulmans du XIIe, XIIIe, Avicenne, qui nous ont permis de sortir de notre propre obscurantisme de cette époque-là. Donc on a une dette à l'égard de... Mais là, ce qui se passe aux États-Unis avec les courants néo-évangélistes, c'est une sorte de retour je dirais, à un christianisme d'avant le XIe, le XIIe siècle. Ele diz que tem um evangelismo, né? Estou propriamente o próprio Vance, né? o vice-presidente dos Estados Unidos, e que é um evangelismo cristão que se coloca contra uma posição, que a gente poderia dizer, da própria dessa outra dimensão cultural que está sendo colocada aqui, como dos árabes, dos palestinos, e que deve considerar que os próprios, né, autores árabes do século XII ou século XIII também foram importantes para nós sairmos do nosso próprio obscurantismo, né, do ponto de vista do pensamento. Talvez aqui a questão é choque de ignorâncias, não é choque de pessoas como propõem a corrente americana. Ele a dit que dans ces cas-là, la question c'est des chocs entre des ignorants et pas un choc des civilisations. Na América Latina temos os evangélicos, algumas correntes evangélicas, na bancada evangélica, levantam mais a bandeira de Israel. Il a dit qu'au Brésil, il y a beaucoup de personnes, des chrétiens évangélistes qui contra a democracia.
parle à propos de l'État d'Israël, par le peuple d'Israël. Donc c'est l'utilisation de la religion, utiliser la religion pour attaquer la convivence entre les peuples. Oui, je suis d'accord. Et pour répondre à l'autre question concernant la question de l'amnistie, effectivement, qui se pose ici au Brésil à propos des assauts du Congrès par les partisans de Bolsonaro, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis avec les partisans de Trump au cours des élections antérieures. Bon, la question de l'amnistie, elle est toujours très très compliquée. Elle est justifiée historiquement pour des soucis de concorde civile. C'est comme ça qu'elle est justifiée. On l'a vécu aussi en France après la guerre des religions entre les catholiques et les protestants. On l'a vécu également après la guerre d'Algérie. Bon. Alors, le problème de l'amnistie, il peut avoir ces justifications-là, c'est-à-dire on met un terme à la guerre civile et donc on amnistie les généraux, etc. Bon, mais ça pose évidemment deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'il y a quand même des criminels qui sont possiblement en liberté et qu'on ne va pas incarcérer, donc c'est un problème. Et le deuxième problème, qu'elle est déjà très bien perçu avec Claire dans ses travaux sur la mémoire, c'est que parfois l'amnistie rime avec amnésie, c'est-à-dire que bon voilà, on ne vous poursuit pas l'amnistie peut rimer avec l'amnésie, avec l'oubli. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là et il a parfaitement raison sur ce point, c'est-à-dire que on ne vous poursuit pas, mais le risque c'est que on pourrait oublier à terme ce qui s'est passé. Ele disse que essa questão da anistia que está colocada no Brasil, né, em relação aos acontecimentos de 2023, também ocorreu algo similar, né, nos Estados Unidos, e que sim, a anistia pode ser colocada como uma maneira de resolver um conflito, uma determinada guerra, um conflito, mas que isso surge dois problemas a partir disso. O primeiro seria anistiar pessoas que cometeram crimes, né? E outra seria que ele diz que o Riquelme trabalha sobre isso e que a anistia rimaria com a questão do esquecimento, né? Então esse seria um problema. Em síntese, cessar.